Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 10 avril 2020. Nous sommes comme convenu au lendemain d'une séance historique, d'une séance extrêmement volatile. Nous avons pris connaissance de plusieurs deals, ou pas d'ailleurs, et nous allons en parler aujourd'hui. Aujourd'hui d'ailleurs, les indices américains, indices européens sont fermés, les matières premières également. Seul le marché d'échange et les crypto-monnaies seront disponibles au trading aujourd'hui. Alors lors de la séance d'hier, les indices américains ont terminé la séance en territoire nettement positif avec le S&P 500 qui gagne 1,45%, le Dow Jones qui progresse d'un 22% et le Nasdaq 0,77%. En Asie Pacifique, ça a été un peu plus mitigé. Alors en Chine, les actions ont perdu du terrain, en Corée du Sud et au Japon. Les indices ont progressé en territoire positif. Concernant le coronavirus, le nombre de cas confirmés a dépassé les 1,6 millions. Le nombre de décès s'élève à présent à plus de 95 milliers, alors que le nombre de décès continue a augmenté rapidement. La croissance, la hausse des nouveaux cas est en train de se stabiliser au cours des derniers jours. Plus de 350 000 personnes sont d'ores et déjà rétablies du coronavirus. Alors hier, il y avait plusieurs négociations et c'est principalement l'objet de ce Good Morning Market, étant donné qu'il n'y aura pas grand chose à trader aujourd'hui. Il faut parler de tous ces deals, de toutes ces négociations. Hier, une séance sous l'étendard des négociations et sous l'étendard également des interventions avec la Réserve fédérale américaine qui annonce son nouveau programme de prêt. L'Eurogroupe a enfin réussi à s'accorder, à se mettre d'accord sur un plan de relance à hauteur de 540 milliards d'euros, et cela bien entendu en vue de lutter contre le coronavirus. Et enfin, la réunion de l'OPEP+, s'est terminée sans accord. Cela est dû donc à l'abandon des négociations de Mexico. Et aujourd'hui, les ministres de l'énergie devraient se rencontrer en vue de discuter du marché pétrolier. Alors, on va développer ce qu'il en est ressorti de cette réunion de l'OPEP+, un peu plus tard. Boris Johnson l'état de santé de Boris Johnson s'améliore. Il a été transféré donc de l'unité de soins intensifs au service hospitalier. Donc voilà pour les différentes actualités économiques et financières d'hier. Vous l'aurez compris, donc deux deals étaient en cours de négociation. L'Eurogroupe est parvenu à ses fins. L'OPEP+ a fait face à un échec. Mexico qui refuse d'adhérer donc à la décision, à ce qui est ressorti lors des négociations d'hier. Je vous ai transféré donc le rapport complet, rapport qui a été fourni par l'OPEP. Vous le retrouverez sur le Twitter XTB France, pardon. Et donc nous allons résumer ensemble ce qu'il est ressorti de ces négociations de l'OPEP+, donc une réunion ministérielle qui s'est achevée, qui a duré plusieurs heures, et ils se sont accordés à la baisse de la production globale de pétrole brut à hauteur de 10 millions de barils par jour, et ce à compter du 1er mai 2020, et ce sera donc pour le coup pour une période initiale de 2 mois qui se terminera le 30 juin 2020. Ensuite, il y aura une seconde période de réduction, une période qui durera cette fois-ci 6 mois, à compter du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. Alors, ces réductions de production sont convenues à hauteur de 8 millions de barils par jour pour cette seconde période de 6 mois. Et par la suite, il y aura un nouvel ajustement, une nouvelle réduction de 6 millions de barils par jour pour une période de 16 mois. Et ça, c'est la troisième période à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 avril 2022. Ça, c'est très intéressant de voir que l'accord va jusqu'à 2022. Il y a 3 périodes, vous l'aurez compris. Donc visiblement, on s'attend à une demande de pétrole extrêmement faible jusqu'en 2022. C'est intéressant de le constater. Je pense que c'est un point très important de ce deal de l'OPEP+. À noter également que ce qui est ressorti de cet accord, c'est que la base de référence, c'est-à-dire à partir de quelle production on se base pour réduire, est-ce qu'on se base sur avril ou sur mars, eh bien, la base de référence pour l'application des réductions est la production de pétrole d'octobre 2018. À part pour le Royaume d'Arabie Saoudite et la Russie, tous les deux avec le même niveau de base, et ce niveau de base, ce sera 11 millions de barils par jour. À noter que cet accord sera valable jusqu'au 30 avril 2022. La prolongation de cet accord sera quand même révisée au courant du mois de décembre 2021.
Et donc, bien entendu, l'OPEP appelle tous les grands producteurs à contribuer aux efforts pour stabiliser le marché pétrolier. Et dans ce cadre-là, il y a un prochain rendez-vous le 10 juin 2020, vidéoconférence encore une fois pour déterminer de nouvelles actions au besoin pour équilibrer le marché. La question qui se pose, est-ce que Ryan Seaton va y assister? Donc je n'ai toujours pas réussi à avoir cette confirmation. Et enfin, à noter que tout cela a été accepté par tous les pays producteurs de pétrole, membres de l'OPEP, mais également non membres de l'OPEP, tous ces pays qui ont participé donc à la déclaration de coopération, à l'exception du Mexique. Donc, par conséquent, l'accord est conditionné à un consentement de la part de Mexico. C'est ce que nous attendons aujourd'hui et il y aura également la réunion du G20. Donc voilà, j'espère que c'est suffisamment clair. Le rapport officiel est disponible sur le Twitter XTB France. Ceci étant dit, nous pouvons peut-être parler brièvement du calendrier économique du jour. Donc calendrier économique, on en a parlé, il y a les ministres du G20 et ça commence à 13 heures. Il me semble que ça ne durera pas plus de 2h30, bien heureusement, parce qu'hier, le meeting des pays membres de l'OPEP+, était assez long, assez confus. Bien heureusement, cette fois-ci, ça n'est pas censé durer plus de 2h30. Donc on attend Mexico, je pense que ça va être le but d'aujourd'hui. Il y aura beaucoup de tentatives pour essayer de faire adhérer le Mexique à donc cet accord. Et donc ça pourrait être éventuellement un élément important, notamment à l'ouverture des marchés la semaine prochaine, avec des gaps attendus, bien entendu, et très certainement. Alors à noter également que le pétrole pourrait se replier davantage. On pourrait passer sous les 20 $ pour le WTI si Mexico refusait d'adhérer à tout cela. Enfin, on prendra connaissance à 14h30 de l'inflation de l'IPC aux États-Unis pour le mois de mars. Et nous terminerons donc cette journée par des discours de banquiers centraux, notamment de la Réserve fédérale américaine. Alors, nous allons faire un tour d'horizon des indices, nous allons faire un tour d'horizon des matières premières et nous allons terminer par un tour d'horizon du marché d'échange. Nous allons débuter par les indices, une séance extrêmement confuse hier, beaucoup de choses extrêmement confuses étant donné que nous avons pris connaissance des chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Nous avons atteint un record de près de 7 millions et c'est à ce moment que la Réserve fédérale américaine a annoncé son nouveau plan, son plan de soutien à l'économie américaine, ce qui a permis de mettre sous silence ce chiffre concernant le chômage, ce chiffre record. Donc la Réserve fédérale américaine a réussi à mettre sous silence donc ce chiffre qui était extrêmement inquiétant et qui nous rend compte de l'impact du coronavirus sur l'économie réelle. Donc le DAX n'est pas sorti, par le haut ici de ce biseau à connotation baissière. Malgré les complications, malgré l'intervention de la Réserve fédérale américaine, on est venu se heurter à cette ligne de force N, les 10 683. Et c'est très exactement à ce niveau-là que le DAX en a fini. Et c'est très exactement sur la borne supérieure de ce biseau. Alors, est-ce que l'on va assister à un gap baissier pour venir sortir par le bas? Tout dépendra du fil d'actualité. Donc voilà pour le DAX en données intraday. Voilà où nous en sommes. Beaucoup de questions hier concernant ces figures chartistes. Nous étions en train d'en sortir. Alors, cela nous a permis d'ajuster la borne supérieure de la plupart d'entre elles. Le plus difficile fut le S&P 500. Le S&P 500 qui est allé chercher tout de même sa ligne de force NT, les 2807, et qui se situe toujours, si on prend en compte cette borne supérieure, qui se situe à l'extérieur de sa figure. En revanche, souvenez-vous de cette bande supérieure que je n'ai pas supprimée. J'avais favorisé une nouvelle borne supérieure. Celle-ci pourrait être d'actualité à nouveau. En tout cas, une situation qui a été confuse hier de par l'intervention de la Réserve fédérale américaine, mais visiblement une configuration chartiste qui semble toujours d'actualité. On le voit ici sur le Dow Jones.
on est visiblement toujours à l'intérieur de cet énorme biseau ascendant à connotation baissière avec un N haussier qui a surpassé ses objectifs, qui a surpassé la ligne de force E à 2370 à 23 713 pardon, pour aller chercher la borne supérieure avant de se retirer. Et le CAC 40, lui, de son côté, n'est pas parvenu à nous valider le signal d'achat de ce N haussier, car il n'est pas parvenu à s'affranchir des 4559 points. Et concrètement, ici, en données journalières, sur le Nasdaq, nous avons donc cette moyenne mobile à 200 périodes qui a fait office de résistance et qui s'est vue et qui a été franchie donc par les cours en données journalières également ici sur le Dow Jones. Nous sommes revenus ici sur une ligne de force un peu particulière, hein. C'est la moyenne de deux lignes de force, c'est la moyenne de N et de NT, et c'est la résistance actuelle sur le Dow Jones. Ceci étant dit, nous allons passer à présent sur le marché des matières premières. Nous allons débuter par le pétrole. Alors le pétrole qui a été extrêmement volatile, nous allons ajouter Ishimoku, le pétrole qui a réagi à cette guerre des mots, à cette guerre des déclarations hier et qui a terminé malheureusement légèrement au-dessus des 23 $. Mexico a calmé a légèrement, a modéré l'optimisme et c'est un net repli que nous avons pu considérer en fin de séance. Nous avons même marqué un point bas sur le WTI en cours de séance. Le point bas était à 22,60 $. Alors si on parvient à convaincre Mexico, ce serait extrêmement positif et on pourrait revenir au-dessus des 26 $ dans ce cas-là pour remettre d'actualité ce N haussier et ses différents niveaux. Pour le moment, nous sommes à la limite ici des lignes de force de ce N haussier, donc nous sommes sur le point d'aller valider ce N baissier. Et donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que nous sommes actuellement, comme on le dit souvent, au bord du gouffre technique. Nous sommes, si l'on peut dire, neutres sur les pétroles, car nous sommes actuellement entre les objectifs d'un N haussier que voici, et le signal du développement d'un baissier que voilà. Donc visiblement neutralité totale ici sur le WTI. On va attendre de voir si Mexico adhère à l'entente, au deal qui a été pratiquement conclu hier, et le G20 également à partir de 13 h, les ministres du G20 qui devront s'accorder également, et donc parfaite stabilité pour le WTI, parfaite neutralité à l'image de la situation actuelle au niveau donc des négociations. À noter le cacao, hein, visiblement, a bel et bien fait son pullback complet après une sortie ici par le haut de sa figure chartiste pour aller chercher ce palier non loin d'un palier de Kijun, un refus de sortir du nuage par le haut et un pullback en direction de la borne supérieure de sa figure. Et le gold a pleinement profité hier du brouhaha, le gold qui a profité qui a profité donc de toutes les annonces pour évoluer en territoire positif et pour aller chercher à la clôture les 1680. Donc encore une fois, en intraday, nous avons validé ici le signal en franchissant NT. Donc ce N est plus que d'actualité à l'heure actuelle, hein. Les différents niveaux nous sont donnés ici par ces lignes de force avec un dernier niveau aux alentours des 1800 $. Donc nous nous sommes hissés convenablement au-dessus de la première ligne de force NT, ce qui nous procure un signal d'achat ici sur le gold. Prochain signal nous sera donné au franchissement des 1690 $. Et en données journalières, donc on passe à présent sur ce range entre la ligne de force N et la ligne de force E, donc entre les 1666 et les 1696 en hebdomadaire, hein. Encore une fois, souvenons-nous du scénario de long terme
pour le gold qui pourrait démarrer très prochainement et une accélération haussière pourrait être envisagée en cas de franchissement des 1730 $ l'once de gold. Nous allons passer à présent très intéressant, j'aurais peut-être dû commencer par cela. Notez qu'en données journalières également pour le WTI, la séance d'hier était comprise entre N et E, deux lignes de force issues de ce N baissier. Très intéressant également, des niveaux journaliers d'une extrême précision. Sur le marché d'échange, l'intervention de la Réserve fédérale américaine a replié le biais vert, propulsant ainsi l'euro-dollar à la hausse. L'euro-dollar qui est allé chercher les 1,0950. Je vous rappelle que le marché d'échange cote aujourd'hui à l'image des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies seront également disponibles au trading. Le prochain objectif correspond à ce palier de SSB, mais attention, les interventions de la Réserve fédérale américaine affaiblissent le biais vert reprend des couleurs par la suite. C'est une configuration que l'on a pu observer au cours de ces dernières semaines. Donc, est-ce que ces perspectives haussières de l'euro-dollar pourront aller au-delà de ce palier de SSB? C'est peu probable pour le moment. En tout cas, l'euro-dollar poursuit un territoire positif suite au repli du biais vert, un repli du biais vert qui a été possible grâce à l'intervention de la Réserve fédérale américaine. L'USD-CAD qui perd du terrain. Nous avons pris connaissance également du rapport sur l'emploi au Canada et donc l'USD-CAD extrêmement instable hier, perd du terrain aujourd'hui pour aller chercher ce palier de Kijun, les 1,3932. Et le GBP-USD qui repart à la hausse à présent pour aller retrouver les 1,2485, cette résistance qui représente un palier de SSB et qui représente également la borne supérieure du range du GBP-USD. Le GBP-USD, je vous le rappelle, évolue en range depuis quelques séances. Attention à toute éventuelle sortie par le haut qui pourrait aller nous permettre d'aller chercher les 1,26 sur le câble sur le GBP-USD. Ce Good Morning Market touche à sa fin, un Good Morning Market assez bref, étant donné que les indices ne codent pas. L'important était de faire un point sur les différents deals, sur le plan annoncé par la Réserve fédérale américaine au moment de la publication des chiffres hebdomadaires du chômage aux États-Unis. Donc une séance qui sera marquée dans un premier temps par le G20. La séance sera principalement même marquée par cette réunion des ministres du G20. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Je vous souhaite un excellent week-end, un excellent vendredi saint. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau Good Morning Market en live trading. Il n'y aura pas de live trading cet après-midi. Veuillez m'excuser pour ça. Ce n'était pas prévu. On comptait tenir le live trading, mais donc pas de live trading cet après-midi. Je vous souhaite un excellent week-end. Reposez-vous, prenez soin de vous. Excellente journée et à la semaine prochaine. Au revoir.